pense que vous l'avez entendu, ce sera plutôt à partir, je ne suis pas un homme de l'entreprise, bien que je participe depuis maintenant 22 ans à la vie d'une fondation. J'ai surtout effectivement contribué à la formation de jeunes éducateurs, plus particulièrement. Et j'enseigne la philosophie de la personne et de l'éducation à la faculté d'éducation de l'Institut catholique de Paris. Et voilà, et puis bon, voilà, c'est essentiellement l'axe de mon travail, en tout cas depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est à partir de cette expérience du travail éducatif que je voudrais aborder avec vous, plus particulièrement ce matin, la question de l'autorité. Voilà, on m'a demandé de réfléchir pour vous et avec vous, plus spécifiquement sur cette question. Et je vais essayer de l'aborder surtout dans son exercice pratique, qui est l'art du gouvernement de soi peut-être d'abord, mais du gouvernement d'autrui. Mais au fond, pour introduire ce propos, je voudrais symboliquement placer au milieu de nous, même si il n'y a pas de petit bout de chou de 3-4 ans ici, mais il y a des grandes personnes, un petit enfant, et me rappeler avec vous que combien de fois, et j'ai 9 petits-enfants, combien de fois j'ai pu être mené par le bout du nez, pour reprendre une belle expression française, par ces petits bouts. Être mené par le bout du nez. Et je crois que la première chose à considérer quand on se penche sur la question du gouvernement et de l'autorité, qui en est la source, c'est le rayonnement qui émane de toute personne humaine, de la plus petite à la plus grande. Et ce rayonnement, il exerce une influence, bonne ou mauvaise, sur ceux sur lesquels il s'exerce, c'est-à-dire ceux qui sont dans le champ de son action. Quand on parle de l'autorité, on a trop souvent tendance à la considérer en premier comme un droit. Le chef serait celui ou est celui qui est en droit de gouverner, en ce sens qu'il est à la tête d'eux et qu'il ordonne. Cela laisse de côté comme une sorte de caractère secondaire ou comme quelque chose qui viendrait en plus, que le porteur d'autorité est d'abord celui qui exerce un impact sur ceux qu'il gouverne. On parle en ce sens de charisme d'autorité. Ce n'est pas quelque chose en plus que cet impact, que ce rayonnement, mais cela est intrinsèque à l'appréhension même de l'autorité comme manifestation par mode d'exemple de ce que l'on est et surtout de qui nous sommes. L'autorité est en premier l'expression de la diffusivité à l'extérieur. Tout à l'heure, je viens d'évoquer le mot de rayonnement, de la personne elle-même dans son unité de personne. Diffusivité vers l'extérieur de la personne elle-même dans son unité de personne. Je vous dis cela parce que j'ai toujours été frappé dans le monde éducatif de l'extrême diversité des personnes qui font autorité. Elles ont tout en commun, comme commun dénominateur, quel que soit leur âge, quelle que soit leur capacité physique, leur statut social ou professionnel, d'être des quelqu'un. Vous connaissez cette expression ? Ah, c'est quelqu'un celui-ci, c'est quelqu'un celle-là. L'autorité, me semble-t-il, est fondamentalement le rayonnement de l'unité d'une vie personnelle. Ce premier point
souligne quelque chose de très important. Le gouvernement des autres ne commence pas avec le droit de commander. Le gouvernement des autres commence bien par ce que l'on est soi-même. Or, finalement, à y regarder de près, nous sommes, ou plutôt nous devenons, à travers l'itinéraire de nos vies, et compte tenu de tous les conditionnements qui les enchâssent, conditionnements physiques, économiques, sociaux, culturels, religieux, nous sommes et nous devenons ce que nous aimons. Finalement, en écoutant Xavier, c'est ce qu'il nous a dit précédemment. Ce que nous aimons. C'est-à-dire les biens que nous poursuivons dans cette réalisation à la fois individuelle et communautaire de ce que nous estimons être un bien vivre. Pas simplement un bien-être, mais un bien vivre, un bonum vivere. Nous sommes à l'image de la réalisation que nous nous faisons peu à peu d'une vie réussie, c'est-à-dire d'une vie accomplie ou d'une vie unifiée. Les termes sont équivalents. Nous sommes ce quelqu'un et non quelque chose, qui est chacun d'entre nous. Avec bien sûr la perspective que cette image puisse être ce qui nous met dans un rapport à nous-mêmes pacifié. Je tends vraiment vers ce à quoi j'aspire. La vie, en ce sens, est une espérance continuelle. Ou au contraire, que ce rapport nous mette dans un rapport de défaite à l'égard de nous-mêmes, et par conséquent de conflits internes plus ou moins graves. Vous l'entendez souvent. Je ne serai jamais ce que j'espérais devenir. Ce à quoi j'aspirais tant. Ma vie n'est qu'une suite d'échecs, un ramassis d'illusions, pire parfois, de mensonges. Nous pouvons nous poser la question suivante. Si chaque être humain tend de façon plus ou moins consciente et volontaire vers son propre accomplissement de personne, quels sont les moteurs, mais aussi les freins qui guident le dynamisme de cette quête? Le moteur premier, c'est une juste connaissance de soi. Une personne humaine, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas fait n'importe comment, et nous ne sommes pas n'importe qui. L'un des obstacles majeurs de la réalisation d'une vie humaine, c'est l'ignorance de ce que nous sommes et de ce à quoi nous sommes appelés. Vous savez, à l'âge où le transhumanisme nous parle de l'homme augmenté, beaucoup de nos contemporains, j'en suis largement témoin dans le travail social, vivent encore en infra-humanité, c'est-à-dire en deçà des vraies capacités de l'être humain. Et l'infra-humanité crée de l'inhumanité avec son lit de violence. Dans cette connaissance de soi qui touche l'apprentissage de notre autorité à l'égard de nous-mêmes, source du chemin de notre unification, il faut tenir compte en particulier de 3 facteurs. Le premier, nos dons naturels, qui à la fois équilibrent, mais aussi, et parfois on ne tient pas compte de cet aspect, peuvent déséquilibrer nos vies. Il va de toute façon falloir composer avec eux, encore faut-il les connaître. Le deuxième facteur, nos limites naturelles
physique, affective, intellectuelle et même spirituelle, tout gouvernement suppose une perception des limites. J'inclus ici dans le propos que je ne peux pas développer là aussi la notion de fragilité. Troisième facteur, notre héritage éducatif. Plus largement notre héritage culturel, ce que nous avons reçu par mode de transmission. Il y a là un conditionnement puissant qui est aussi une limite et dans lequel se sont glissées bien des erreurs et même des fautes. Je pense très particulièrement aux questions éducatives en vous disant cela. Pour envisager un juste gouvernement des autres, il faut être relativement au clair, c'est-à-dire autant que possible, avec sa propre gouvernance. Avoir l'humilité de reconnaître, avoir l'humilité de se connaître avec ses dons, ses mérites, mais aussi ses erreurs, ses fautes, ses vertus et ses vices. Ne pas être ou vivre dans le ressentiment permanent de ce que l'on n'a pas reçu ou mal reçu, et qui a pu retarder, abîmer, diminuer notre croissance personnelle. Savoir tirer profit de ses manques et de ses erreurs, même de ses fautes, pour un plus grand bien à venir. Et ce n'est pas toujours simple. Vivre dans une tension permanente vers un plus d'être selon la devise « tant que je respire, j'espère ». Et c'est bien plus beau en latin. Dum spiro, spero. Une seule voyelle de différence. Dum spiro, spero. C'est-à-dire se donner les moyens d'une prudence qui est la vertu centrale du gouvernement. La prudence, quand elle s'exerce, elle vise toujours 3 points principaux. Le premier, la détermination de nos points les plus faibles, c'est-à-dire de nos fragilités. Le second, la reconnaissance des structures de vie, au sens communautaire de ce terme, qui favorisent, ou à l'inverse défavorisent, le chemin d'édification de la vie humaine. Ces structures peuvent être pensées dans tous les contacts de la vie, en particulier dans tous les contextes, les contacts aussi de la vie, en particulier depuis la conjugalité humaine jusqu'à la vie professionnelle. Troisièmement, la capacité de recevoir et de demander la lumière et la force dont nous avons besoin. C'est toute la richesse du conseil qui est une des principales caractéristiques de la prudence. Dans le déploiement de la vertu de prudence, la dimension du conseil est absolument essentielle. Oui. Plutôt que de s'arc-bouter en permanence sur soi-même, sur ses propres ressources, sur ses ressources propres, je pense que les gens prudents sont rarement des orgueilleux. Cette approche de l'autorité, comme rayonnement de l'unité d'une vie personnelle, passant par ce long chemin d'apprentissage, chemin de toute une vie, de cet art du gouvernement de soi-même, peut nous permettre maintenant d'éclairer les erreurs fréquentes de ceux qui sont en charge de gouverner les autres. Alors je vais commencer par ce volet négatif pour pouvoir terminer sur un volet positif. La première erreur que je voudrais souligner,
est celle de la démagogie. La démagogie est toujours une réduction du complexe en simplification hâtive et abusive. Le démagogue gouverne en s'appuyant presque exclusivement sur les passions de ceux qu'il commande. Autrement dit, il ne tient pas compte de l'unité intégrale de l'être humain. C'est un point très important. Son action repose habituellement sur 3 leviers: l'argent, le plaisir et l'ambition. Ce sont les 3 principaux leviers d'un démagogue: l'argent, le plaisir et l'ambition. Il flatte les appétits sensibles de l'homme, mais se détourne de ses appétits spirituels ou les détourne de leur finalité. Je vous laisse développer. La démagogie engendre chez les gouvernés des faibles, sous la double acception des courtisans et des flatteurs. D'une part, donc les faibles, courtisans ou flatteurs, et ou des vicieux, c'est-à-dire ceux qui ne cherchent en toute chose que leur propre intérêt. La seconde erreur, fréquente, c'est de gouverner par la crainte et non par la confiance et la bienveillance. À court terme, à très court terme, ce mode de gouvernement s'impose, mais si vous le considérez dans du plus long terme, il engendre le mouvement pendulaire de la révolte. Car il est une restriction de l'autorité à l'autoritarisme qui est un commandement non collaboratif, pour reprendre, ou non coopératif, pour reprendre les termes du propos de cette rencontre. La troisième erreur, qui à mon avis est assez grave, et plus d'une fois témoin dans les services où j'ai été appelé à travailler, c'est la faiblesse d'un gouvernement qui confond l'effectif et l'affectif. C'est un gouvernement où l'on se refuse de commander et par conséquent d'entrer dans une exigence qui autorise, au sens vrai du terme, la sanction, qu'il ne faudrait surtout pas confondre avec la punition. Ça n'a aucun rapport. Toute sanction est quelque chose d'évidemment positif. Quand un professeur accompagne ses étudiants pour les faire progresser et qu'il pratique la correction, il sanctionne. Et heureusement qu'il sanctionne. Quand un artisan, un maître compagnon fait travailler, j'ai été témoin de ça parce que j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années, de donner des cours de philosophie aux compagnons du devoir à Saint-Rémy-les-Chevreuses dans l'un des centres du compagnonnage, à la demande de Jean Bernard à l'époque. J'ai plus appris auprès des compagnons, ces jeunes compagnons, plus appris qu'à l'école et à l'université. C'est un gouvernement qui vise toujours le gouvernement qui confond l'effectif et l'affectif. C'est un gouvernement qui vise toujours le consensuel, en forme d'accord qui n'est pas ordonné par un bien commun à poursuivre,
mais par des intérêts particuliers à satisfaire. Cela engendre deux types de gouvernés. Les mous, qui sont babas devant le patron qui est si gentil, si beau, si bon, si tout ce que vous voulez, les mous, et les cyniques, qui exploitent cette faiblesse à leur intérêt, en faisant croire à celui qui commande qu'ils sont évidemment de tout cœur avec lui. Ô combien! Alors là, il faut évidemment passer par le théâtre pour mettre en scène tout ça. La gouvernance suppose que soit toujours maintenue cette relation asymétrique entre celui qui gouverne et ceux qui sont gouvernés. Asymétrie qui n'interdit pas, au contraire, qui autorise la réciprocité relationnelle des échanges vivants, mais qui permet que chacun soit et reste à sa juste place. Dans l'ordre éducatif, on pourrait faire de longs commentaires là-dessus. Un père n'est pas le copain de son fils, par exemple. Enfin, la quatrième erreur survient chez ceux qui gouvernent par la parole sans le geste de l'exemple. Ils disent mais ne font pas. Ou à l'inverse, qui font mais ne disent pas ce qu'ils font. Vous avez les deux cas de figure. Ceux qui gouvernent de la sorte n'ont pas le sens de la collaboration qui appelle ce double mouvement. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Ce sont des porteurs d'autorité qui sont isolés, retranchés dans leur propre pouvoir. C'est le plus souvent signe d'une autorité qui est incapable d'assumer la loi de l'échange et qui laisse les collaborateurs dans un étrange sentiment d'indécision permanente, de ne pas savoir comment se situer en face de celui qui est chargé de commandement. Et ce n'est pas une situation agréable. Il nous reste maintenant à examiner la mise en œuvre d'un gouvernement que l'on pourrait qualifier d'art d'un gouvernement prudent. Si au fond l'autorité est celle de l'auteur, c'est d'ailleurs le sens du terme auctoritas, dont je vous rappelle qu'il signifie celui qui est à la source, d'initiative. Auctoritas veut dire source d'initiative. L'auctor, l'auteur. Nous avons essayé de montrer que commander, c'est donner ce que l'on est, dans le sens où le porteur d'autorité est celui ou celle qui donne l'ordre qu'il incarne personnellement. C'est extrêmement important. Il donne l'ordre qu'il incarne personnellement. Le commandement n'est pas une extériorité, mais la diffusion, le rayonnement d'une intériorité. Là aussi, il faudrait commenter longuement. L'acte de commander n'est pas l'action mécanique d'un moteur qui enclenche le dynamisme d'un appareil et qui le commande en lui donnant des ordres. Ça, les robots sauront le faire beaucoup mieux que nous, et de plus en plus. L'acte de commander, non à des choses, je vous le rappelle, mais à des personnes vivantes, et, comme peut l'être l'âme humaine pour le corps, le principe dynamique de relations interpersonnelles qui l'ordonne, non par une imposition de l'ordre, donner des ordres, mais par une indication de ce qui relie les personnes à la fin qu'elles poursuivent en commun. Xavier l'expliquait très bien tout à l'heure à travers des exemples. Indiquer un ordre, pas simplement en le disant,
mais en l'incarnant, c'est orienter dynamiquement les membres d'une communauté humaine vers le bien commun qu'elles poursuivent, si ces mêmes personnes le veulent bien. Parce que vous sentez bien qu'en matière humaine, la limite intrinsèque de l'autorité, et il est temps de le dire, c'est la liberté. Oui, c'est là le sens le plus efficient de l'autorité. Ordonner du dedans et non du dehors, par un dynamisme qui est vital et non mécanique. Je vous rappelle que nous sommes dans le vivant, et le vivant est organique, il n'est pas mécanique. Il y a énormément de confusion aujourd'hui entre l'organique et le mécanique. Ordonner du dedans et non du dehors par un dynamisme qui est vital et non mécanique, les personnes qui ont à œuvrer ensemble pour un même bien commun. Et le gouvernement n'est pas d'abord la mise en œuvre de process ou même d'organisations qui ne sont que des moyens, mais l'aimantation d'une communauté, famille, entreprise, association, nation, en direction de sa fin. Et cette fin est toujours concernant les personnes humaines qui la poursuivent de l'ordre d'un accomplissement de ce qu'elles sont, c'est-à-dire que cette fin est inaccomplissable sans leur propre participation. On ne tend pas à devenir ce que l'on est sans être associé à ce processus de création. C'est toute la différence qu'il y a entre un gouvernement despotique et un gouvernement authentiquement politique. Le despote donne des ordres parce qu'il instrumentalise ceux avec qui il collabore, aux fins qu'il poursuit lui-même pour lui-même. Il exige en ce sens une obéissance qui est de pure exécution. Il est l'unique porteur du bien à poursuivre pour tous, l'unique porteur du bien commun. On n'est jamais l'unique porteur du bien commun, ça ne veut rien dire. Le politique, au contraire, indique l'ordre qu'il incarne en suscitant un mouvement dans la direction d'un bien qui n'est pas son bien, au sens possessif de ce terme, mais un bien commun. Il ordonne non pas en disposant de ses collaborateurs, je dis bien en disposant de ses collaborateurs, mais en disposant ses collaborateurs à pouvoir entrer pleinement avec lui dans cette quête commune du bien qui les réunit. Son autorité est essentiellement un service de l'autre. En ce sens, oui, le bénéfice, par exemple, d'un chef d'entreprise qui produirait des conserves de légumes, je vais marquer de petits pois, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, bon, peu importe. Et d'abord la bienfaisance, faire le bien de ceux qui s'y emploient avec lui pour un autre service qui est celui du client. C'est une règle d'or, me semble-t-il, dans le commandement humain, que l'efficacité est une fécondité. Cela suppose, dans l'exercice de l'autorité, je m'achemine peu à peu vers le terme, je n'ai pas idée du timing. Je vois rien. Je suis désolé, j'ai perdu mes lunettes, alors j'ai une espèce de loupe. Bon, pardon, ça n'a aucun intérêt pour vous, mais je ne vois pas bien. J'ai perdu mes lunettes dans un train. Vous savez, les philosophes tombent facilement de l'épuis et font éclater de rire les servantes de trace depuis belle lurette. Bon.
10 minutes. Merci, ça ira. Cela suppose dans l'exercice de l'autorité un mode de conduite dans lequel le dirigeant tient compte des points suivants. Premièrement, oui, je m'excuse, enfin je m'excuse, c'est pas le mot qui convient, mais il y a un caractère très schématique de ce propos parce qu'il y a tellement de choses que je voulais arriver à synthétiser que je ne peux le faire que sous un mode schématique. Il faudrait des heures et des heures pour développer tous les points qui sont ici abordés. Donc, premièrement, connaître ceux que l'on gouverne. Dans leurs dons et leurs limites, nous en avons parlé. Connaître ceux que l'on gouverne. Ça a l'air d'être une lapalissade que de le dire, mais c'est pas forcément si évident que cela. Et de mettre en œuvre une action qui est encadrée par deux repères essentiels. La justice et l'amitié, qui sont les deux piliers fondamentaux de toute communauté sociale. Être juste, c'est-à-dire rendre à chacun de manière équitable, juste et équitable, ça ne dit pas exactement la même chose, rendre à chacun de manière équitable ce qui lui est dû. Pratiquer l'amitié, c'est être bienveillant envers les personnes au sens rigoureux de ce terme, vouloir leur bien de personne humaine. Et l'amitié, c'est le moteur de la réciprocité. L'amitié, c'est tout sauf du copinage. C'est l'âme des échanges authentiquement humains. Traiter l'autre en ami. Je ne parle pas de l'amitié au sens électif de ce terme, mais tout être humain est digne d'être traité en ami. Ça ne veut pas dire que nous sommes amis de tout le monde, ça fait bien la différence, en ami, qui est le sens le plus profond du terme bienveillance. Et Thomas d'Aquin, quand il définit l'amitié, il dit que c'est un amour de mutuelle bienveillance fondé sur la communication des vies. Très belle formule. Hein. Mutuelle bienveillance fondée sur la communication des vies. Vous voyez toujours cette idée de réciprocité relationnelle dans les échanges qui sont vivants. Oui. Pour cela, il faut tenir compte du tempérament, du caractère, mais aussi de l'âge et de l'expérience de chaque collaborateur. Avoir le respect de sa nature et de son histoire. C'est très important. Deuxièmement, celui qui commande doit être capable de déterminer en termes de discernement, alors ça c'est très important, le possible, on n'exige pas l'impossible, de distinguer le possible du nécessaire. Tout n'est pas nécessaire. Une part de contingence est indispensable pour ne pas rigidifier les limites de l'action d'ordonner. Vous voyez, le nécessaire, il est éclairé par la hiérarchie des fins poursuivies. Le possible, il est limité compte tenu des personnes, des événements et du temps, et des temps. Il y a trois facteurs. Pour le dire autrement, et commander en ce sens, c'est à la fois être ferme et souple. Eh bien, c'est tout un art que d'être à la fois ferme et souple. L'opposé de la fermeté en tant qu'antithèse, c'est la rigidité, hein, et l'opposé de la souplesse, c'est la mollesse. C'est ici qu'on pourrait, entre autres, évoquer, ça a été évoqué tout à l'heure, évaluer les temps de réalisation. Hein. Tout à l'heure, on parlait de cadence insupportable. Troisièmement, dans les relations humaines, qui sont des relations d'échange vivant, les jugements portés ne doivent jamais être des impressions, mais être fondés objectivement sur des actes vérifiés. Que d'injustice en ce sens. Un jugement qui amène par exemple à une sanction doit tenir compte de tout ce qui est en jeu par rapport au bien commun. Pour conclure, je dirais que
le porteur d'autorité n'est pas, ou alors il serait un tyran, un tout-puissant ou un potentat. L'autorité n'est pas un autoritarisme. Un chef, c'est celui qui n'agit pas seul, mais qui agit en collaboration avec les autres. Par conséquent, il n'est pas celui qui fait tout, mais il est celui qui veille sur tout. J'aime énormément la devise du maréchal Foch, que mon père, qui était officier, avait repris dans son art de commander: ne rien faire, tout faire faire, ne rien laisser faire. Ne rien faire, tout faire faire, ne rien laisser faire. Le chef, c'est aussi celui qui est particulièrement attentif au sens des limites. Il ne pratique pas la démesure comme Napoléon en Russie. Heureusement qu'il a eu en face de lui Kuznetsov. Un vrai chef. Mais a le sens de la mesure, ou plus exactement de la pondération, c'est-à-dire le juste équilibre entre nécessaire et possible. Petite parenthèse, je n'ai pas le temps de développer. Vous savez, là où on apprend le mieux le sens de la pondération, en éduquant le goût. Car le goût, c'est le sens de l'équilibre entre des saveurs. Un bon chef devrait être toujours un bon cuisinier. Le chef, ce n'est pas l'empressé, mais celui qui a le sens du temps. On ne commande pas en compressant ses troupes, en les mettant sans arrêt sous pression, mais en les détendant. Alors ça va peut-être vous surprendre. Comment détendre? En pratiquant la vacance. Vacare, en latin, veut dire rendre disponible. Extrêmement intéressant. C'est pas être en vacances. Ça peut être aussi être en vacances. Vacare, rendre disponible. Dans tout temps plein, il faut du temps vide. Et si une journée n'est qu'un temps plein, il n'y a pas de vacances, au sens disponibilité, eh bien, vous voyez, quand on est trop occupé, on devient sous occupation. Et c'est un effet cocotte-minute, cette affaire-là, et gare au moment où la cocotte pète. Enfin, un chef, ce n'est pas celui qui agit contre, mais celui qui intègre. C'est certainement l'un des sens les plus profonds du terme d'équipier, être équipier. Promouvoir la place de chacun pour le bien de tous. Voilà.